Aujourd'hui, on va même pas parler particulièrement du crowdfunding, en l'occurrence d'ailleurs, on va parler du financement des entreprises et en particulier des small and medium business, donc des SME, qui finalement étaient usuellement précarés et classiques et réglementaires de toute façon pour les banques, avec certaines banques, donc j'ai invité la BNP parce qu'on voit bien dans les publicités et autres, enfin, voilà, c'est un de vos secteurs d'activité connus, classiques et reconnus. Et puis depuis quelques temps naissent de nouveaux acteurs, de nouvelles générations, donc FinTech aussi, pour participer à ce financement, que cela soit dans l'equity, que cela soit dans le crédit avec le crowdlending en particulier sous toutes ses formes, ou dans le factoring, on en parlera avec Finexcap. Et donc je voulais qu'on puisse faire un petit point aujourd'hui, si mis à part le buzz que tout ça peut créer, et je l'espère des belles aventures entrepreneuriales, est-ce que réellement dans les volumes potentiels, peut-être pas encore aujourd'hui, mais dans l'activité qui va se développer, c'est une réelle chance aussi pour la croissance de nos entreprises et de l'activité économique en Europe, puisqu'il y a quand même une vraie attente. Tout le monde l'écrit dans les journaux et on le vit en tant qu'entrepreneur. Moi, j'ai 3 entreprises. C'est pas toujours facile d'avoir un crédit à la banque ou d'avoir un financement, etc. Quand on est dans les petits, hein, et je fais partie avec Altair Consulting des petits. Et donc, ce que vous amenez, c'est tout nouveau que vous êtes dans vos différents marchés, vraiment plus de facilité pour tous ces acteurs. Donc, c'est le but de cette table ronde. Et alors, on va faire un peu, voilà, comme tout à l'heure, je vais essayer de tourner. Si on y arrive, et n'hésitez pas à réagir les uns les autres et à faire du débat, sinon je passerai de l'un à l'autre. C'est pas forcément évident. Olivier, comme beaucoup de FinTech, vous avez un nom qui me rappelle Star Wars, donc Lendix, c'est quoi? Non, mais Je n'ai pas vu Star Wars, c'est la non, honte. mais je veux dire, Lendix, je peux pas répondre à Jacobalt. l'anecdote. Non, mais je veux dire, c'est que des noms pas forcément simples quand on n'est pas dans le secteur. Donc voilà, Lendix, c'est quoi concrètement quand on n'est pas dans le métier? Alors, je le voyais plutôt, moi j'avais lu Obélix, c'est le petit Gaulois du prêt. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est plutôt ça que Star Wars. Et la comparaison n'est pas si mauvaise parce que Lendix est une plateforme de prêt qui permet à des investisseurs privés et institutionnels de prêter en direct à des PME. Et comme tu le rappelais assez justement dans ton introduction, déjà on existe tout simplement parce qu'il y a un prêt carré qui était le prêt carré, le fameux monopole bancaire, qui s'est ouvert. Il y a une première brèche dans le monopole bancaire. Donc Lendix déjà, ça existe parce que c'est enfin autorisé depuis octobre 2014. Donc c'est ça qu'on fait. On permet à des investisseurs de prêter en direct à des PME. Et peut-être que ta question, c'est comment on se positionne par rapport à la BNP, c'est ça que tu veux savoir? Alors, avant d'arriver comment tu positionnes à la BNP, ça c'est après ça. Laisse Monsieur Laplane tranquille 5 minutes. La première question, c'est d'abord, parce que dans le crowdlending, bon, j'ai intitulé notre table ronde qui est un peu plus tard dans la journée, crowdlending, crowdfunding, crowdcrowding, parce qu'à force d'aller voir des dossiers un peu partout en Europe, j'ai vu un nombre de plateformes qui m'a rappelé la grande époque des brokers. Quand on s'est rencontrés pour préparer, tu m'expliquais qu'effectivement, il y a quand même d'abord beaucoup de types d'acteurs différents, puis pas tant que ça qu'on vraiment prêté pour des dossiers, quand on commence à regarder la réalité. Donc parle-nous un peu de ce marché, de la place que tu y occupes, hein, tout seigneur, tout honneur, et aussi peut-être des spécificités, parce qu'il y a le peer-to-peer lending d'un côté, et puis il y a d'autres formes de lending et de financement que tu peux réaliser. Peux-tu nous parler un peu de ces sujets-là pour expliquer à l'Assemblée? Oui, non, alors, je pense que l'Assemblée est quand même très au fait. Pas tous, rassure-toi. Moi, je les prends pour très intelligents. Donc, je ne vais pas faire des définitions. Je vais pas faire une définition sémantique du crowdlending. Je pense que le point le plus intéressant que tu mentionnes, c'est effectivement, et que tu sous-entendais dans ton introduction, les chiffres effectivement du marché sont encore petits. Donc la question, c'est est-ce que c'est aujourd'hui, il y a clairement plus de buzz que de réalité dans les chiffres, bien évidemment. C'est très clair. Hein. En revanche, ce dont on est convaincu, c'est que le buzz est à la hauteur du marché potentiel. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, tous ensemble, les plateformes de prêt aux PME, on a prêté une trentaine de millions d'euros en 2015. En France? En France. Sur cette trentaine de millions d'euros, effectivement, l'Index en a fait 45%, grosso modo. Donc, on a une place de leader en 2015 sur le marché du prêt aux PME. C'est très bien, mais en même temps, c'est très bien dans un tout petit marché. Donc, être leader dans un tout petit marché, ça ne veut pas dire grand-chose. En revanche, ce qui nous donne plutôt de l'espoir, c'est qu'on regarde à l'étranger. Parce que quand on se compare, alors qu'on s'examine, on s'inquiète, quand on se compare, on se rassure. Quand on s'examine, on s'inquiète, parce qu'effectivement, c'est quoi concrètement? C'est une douzaine de millions d'euros de prêts réalisés aux PME, c'est pas gigantesque. Par contre, quand on se compare à Funding Circle, par exemple, donc alors là, je suis sûr que vous connaissez dans la salle, leader du prêt aux PME en Angleterre, Funding Circle, il faut se rappeler que lors de sa première année, c'est 4 millions de dollars de prêts. On a fait 12, on n'est pas si ridicule. Et puis tu l'as créé quand, pardon? Nous, on l'a créé un premier prêt en avril 2015. Donc les chiffres que je te donne, c'est de avril 2015 à maintenant. Et Funding Circle créé en 2010. Mais sauf que Funding Circle, aujourd'hui, c'est 1 milliard de prêts, 1 milliard de pounds en plus, réalisés aux PME anglo-saxonnes. Donc des chiffres qui sont tout à fait considérables. Et considérables même quand on prend le marché en valeur absolue. Aujourd'hui, Funding Circle, c'est le 3e prêteur net aux PME en Angleterre. Sur des modèles similaires aux tiens? Sur des modèles très similaires, où on a à la fois cette double clientèle privée et institutionnelle qui prête à des TPE, PME, voire ETI.
Tu évoques ce point de la clientèle privée institutionnelle aussi. Dans beaucoup de questions qu'on me posait pour préparer, on me disait oui, mais attention, le particulier qui prête, etc. Il n'y a pas que le particulier qui prête, justement. Institutionnel, tu évoquais, c'est aussi une grosse partie de vos financements. Non, exactement. Là, il peut y avoir parfois des querelles de chapelle entre des puristes du mouvement qui pensent qu'il faut avoir effectivement que des investisseurs privés. Nous, on est plus pragmatique. Notre but, c'est plutôt de fluidifier le financement de l'économie. Donc, on s'intéresse finalement assez peu aux prêteurs en tant que tels, qu'ils soient particuliers institutionnels. Nous, on prend l'argent du moment qu'il est prêt à financer l'économie. Et puis, il faut voir que l'institutionnel, ce n'est quoi? Ce n'est que de l'argent de particuliers repackagé. Quand on dit j'ai un assureur vie qui vient investir sur une plateforme de prêt, l'assureur vie, c'est quoi? C'est que quelqu'un qui a collecté de l'argent auprès d'investisseurs privés pour venir dans un fonds en euros. Tu me permettras de souligner que ça fait quand même une mutualisation du risque différente. C'est-à-dire, Bien sûr, bien sûr. si moi je dois choisir un projet sur ta plateforme, c'est pas pareil que si je donnais l'argent à Viva qui l'a placé chez toi dans un fonds. Bien sûr. Mais le point qui est intéressant, c'est de regarder comment ces marchés-là, qui sont beaucoup plus matures, aux États-Unis, en Angleterre, se sont développés. Quand on regarde les grands leaders, ceux qui traitent aujourd'hui des volumes extrêmement significatifs, qui se comptent en milliards d'euros par an, prenez un Lending Club dans le prêt à la consommation, c'est 9 milliards de prêts l'année dernière. Sur ces 9 milliards, il y en a 80% qui vient d'investisseurs institutionnels. Et alors justement, maintenant on va venir à BNP et aux autres banques. Pour toi, les PME européennes sont vraiment en mal de fourniture de crédit par leurs établissements bancaires classiques européens, et parlons de la France d'abord. En mal, oui. Alors, en fait, nous, notre positionnement par rapport aux banques, alors, j'ai une vision forcément un peu caricaturale, mais comme j'ai peu de temps, je suis obligé d'être caricatural, et puis ça vous laissera l'occasion de rebondir comme ça. C'est l'avantage des caricatures. Pour nous, les banques, elles voient le monde en blanc ou noir. Noir, elles ne prêtent pas. Et là, je ne veux pas faire d'angélisme, elles ont souvent bien raison de ne pas prêter. C'est qu'il y a des erreurs d'aiguillage, c'est plutôt des entreprises qui mériteraient des fonds propres que de la dette. Donc nous, on a embauché une équipe de crédit qui est chargée, comme dans les banques, d'éviter qu'on tombe dans le noir. Et puis blanc, elles prêtent. Et aujourd'hui, les banques, elles prêtent à des taux qui sont imbattables. Vous le savez tous. Et d'ailleurs, il y a assez peu d'écart type entre les bons emprunteurs et les très bons emprunteurs. Les taux sont toujours imbattables, mais il y a deux mais. Le premier mais, c'est que les banques sont toujours assez longues à rendre une décision de crédit, positive comme négative. Et le deuxième mais, c'est que comme les marges sont assez faibles, il faut qu'elles fassent non seulement une analyse des risques, mais surtout une analyse des garanties. Donc aujourd'hui, pour une banque, prêter sans demander soit une caution, soit une assurance, soit éventuellement un nantissement, voire rajouter pour les entreprises de taille un peu plus importante ce qu'on appelle des covenants, c'est-à-dire toute une série de clauses qui vont devoir être respectées pendant la durée de vie de l'emprunt, c'est assez compliqué. Et nous, on ne veut pas être en frontal avec les banques sur cette zone blanche, ça ne nous intéresse absolument pas. Ce qu'on va faire, c'est du gris. Donc le gris, c'est pas 100% du marché, le gris, c'est 15 à 20% du marché. C'est quoi le gris? C'est dire oui ou non très rapidement. Et ça, c'est grâce à la technologie, c'est grâce au fait de repenser. Très rapidement, c'est-à-dire qu'entre le moment où on se parle pour la première fois et le moment où il y a l'argent sur le compte en banque, c'est 15 jours. Donc, effectivement, comparé au système bancaire, c'est extrêmement plus rapide. Puis la deuxième chose, c'est qu'on veut pricer le risque, c'est-à-dire qu'on est plus cher que les banques, comme Funding Circle, d'ailleurs en Angleterre est plus cher que les banques, mais la contrepartie de cela, c'est qu'on fait des prêts, donc rapidement, je l'ai déjà dit, mais surtout sans caution, sans garantie, sans assurance. Donc on assume notre risque. Et de ce point de vue-là, notre message, il est très simple, il est de dire aux PME, venez chez nous, diversifiez vos sources de financement. Ne restez pas mono-bancarisés, c'est du suicide. Venez vous diversifier vos sources de financement. Et ça, les entreprises d'une certaine taille l'ont très bien compris. Ça fait longtemps qu'elles font appel aux fonds de dette mezzanine, aux fonds de dette privée, qu'elles diversifient leurs sources de financement, aux sociétés de leasing, etc. Et bien sûr à leurs banques. Donc ça passe très bien ce message PME-TI. Où ça passe moins bien, et là vous avez de la chance en tant que banquier, vous êtes très bien protégé, c'est les TPE. Parce que les TPE sont mono-bancarisés depuis des années. Donc leur premier réflexe quand on leur parle de nos plateformes, c'est de dire, à mon avis, c'est pas légal votre truc. Donc bon, ça, on arrive à les rassurer. On leur dit, si, regardez, c'est légal, il y a un nouveau texte de loi. Et ça, c'est le premier effet. Deuxième effet, c'est le syndrome de Stockholm. C'est-à-dire que vous croisez une TPE, vous leur mettez une offre extrêmement rapide, et la première chose qu'elle vous dit, c'est, écoutez, mon banquier m'a certes déjà dit non, mais je leur donne une deuxième chance. Et dans un cas sur deux, ça marche. Alors certes, on a bien joué notre rôle de fluidifier l'économie, mais on a perdu un client potentiel. Voilà, donc ça, c'est un point qui est très important, c'est qu'on a encore un énorme travail d'évangélisation à faire pour convaincre les TPE qu'il y a des solutions alternatives aux banques. Et aujourd'hui, elles sont à notre sens beaucoup trop mono-bancarisées, ce qui est toujours en danger. Et je ne voudrais surtout pas que non plus les entreprises ne viennent que chez Lendix. C'est absolument pas le but. Le but des entreprises, c'est de diversifier leurs sources de financement de manière à être pérennes dans leur développement. Et pour finir sur ces questions de lending, que penses-tu de cette profusion de plateformes? Parce que bon, Lendix, c'est vrai qu'on en parle bien, vous avez bien réussi, mais enfin, il n'y en a pas qu'une, des plateformes. Justement, pour faciliter le discours et la confiance, c'est pas évident si on multiplie tous ces acteurs. La compréhension du grand public qui n'est pas dans ces sujets-là, ce n'est pas les experts de cette salle. Alors, oui, si le but c'est de me faire dire qu'il y a trop de plateformes, c'est vrai. Aujourd'hui, il y a 60 plateformes de prêt en France seulement. Bon, il y en a 2600 en Chine. 60 plateformes de prêt. C'est vrai que la numéro 10 a dû prêter 10 000 € en valeur absolue, donc c'est faible.
Le marché est très concentré, mais en même temps, je suis très content d'avoir des concurrents. Et je dis ça sans vouloir faire semblant d'être fair-play. Je suis très content d'avoir des concurrents parce qu'on a un marché à évangéliser. Et il y a une chose que j'ai appris au cours de ma courte carrière professionnelle, c'est qu'on évangélise jamais un marché seul. Donc on a un énorme travail à faire pour communiquer. Je suis bien content d'avoir des concurrents qui font cet effort à nos côtés. Merci Merci beaucoup. Comme on était sur le crédit, je vais aller sur le factoring. Donc pardon pour la galanterie, hein, je viendrai à toi un petit peu après. On va aller sur le factoring. Donc, il est ouvert ou pas? Tape dessus. Ça marche. Donc un peu même question, FinexCap. Peux-tu nous présenter en quelques mots FinexCap? Bien sûr. FinexCap, c'est un service d'affacturage en ligne, si on simplifie à l'extrême. Le principe, c'est permettre aux entreprises, donc j'imagine que vous connaissez l'affacturage, qui souffrent de délais de paiement fournisseurs, enfin en tout cas qui malheureusement est souvent le cas en France, de céder en quelques clics les factures en attente de paiement. Donc c'est un service qui est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. De la même manière qu'avec Olivier, la technologie nous permet de rendre ce service de manière dématérialisée et rapide. C'est vraiment dans l'usage qu'on est différent. Et donc le tout par l'intermédiaire donc, de ce que j'appelle la titrisation, que tout le monde appelle la titrisation d'ailleurs, avec un refinancement derrière institutionnel. C'est-à-dire que moi j'ai des asset managers, des family office, des grandes sociétés qui me donnent de l'argent dans un fonds d'investissement qui me permet d'acheter les factures. Voilà. Donc finalement, c'est du factoring classique avec du rapide, mais pardon, beaucoup de rapidité. Pas du tout, c'est pas du factoring classique. Il faut bien que je te provoque un peu. Ouais, non, mais tu as raison. L'affacturage, j'imagine que vous connaissez, mais je ne sais pas si vous connaissez exactement comment ça se passe en France. L'affacturage, déjà, c'est une activité bancaire réservée aux établissements de crédit. Donc aujourd'hui, 13 sociétés fournissent ce service-là. Ces 13 sociétés, donc c'est les 12 plus grands réseaux bancaires que vous connaissez, et une petite société anglaise qui s'appelle Bivifactor. Ensemble, elles financent 225 milliards d'euros de factures par an en France. Donc c'est 6 fois l'encours du crédit court terme. Donc il faut s'imaginer un petit peu le dynamisme du marché. C'est un marché qui est en forte croissance à 2 chiffres depuis maintenant 5 ans. Et qui pourtant ne résout pas le problème du financement des TPE et des PME sur le court terme. Et là, je m'explique et je rejoins énormément l'analyse d'Olivier. Les TPE sont complètement desservis et les PME, dans une certaine mesure, desservis par ces acteurs-là de par les contraintes que l'affacturage impose. Pour entrer dans un contrat d'affacturage, il faut s'imaginer qu'il faut rentrer déjà pendant 12 à 18 mois, parce que c'est le minimum de l'engagement, avoir donc une certaine efficacité opérationnelle en termes de recouvrement, en termes de facturation. Donc, toutes les petites entreprises ne sont pas forcément compatibles avec ces attentes-là. Il faut fournir une garantie personnelle en tant que dirigeant. Donc, vous y mettez votre patrimoine personnel si problème il y a. Et le tout dans une opacité tarifaire qui est démentielle, c'est-à-dire que c'est un empilement de commissions d'affacturage, de financement, de frais annexes. Dans la plupart des contrats, il faut se dire ça prend quand même 2-3 pages la tarification de l'affacturage. Donc, c'est ça le marché qu'on attaque. Et ce marché, on l'attaque à nouveau par juste une révolution d'usage. C'est-à-dire se dire qu'aujourd'hui, ça doit être possible, lorsqu'on est une petite entreprise, de céder une facture en moins de 5 minutes. Ça, c'est le temps de connexion d'un primo-cédant chez moi. C'est-à-dire la première fois qu'il vient chez moi, je lui demande 5 minutes de son temps, ça ne lui coûte rien du tout, c'est gratuit. Il dépose une demande de financement, il a une réponse dans les 24 heures, et le cash est libéré potentiellement donc dans les 24 heures suivantes. Aujourd'hui, FinexCap, pour mes clients qui sont donc ce que j'appelle récurrents, c'est-à-dire qui cèdent des factures chez moi de manière, j'allais dire, à nouveau fréquente, ils mettent une demande de financement le matin sur le site internet, ils ont leur cash l'après-midi sur leur compte. Ça, c'est la révolution de l'usage fintech. Voilà. C'est très différent dans l'approche. Et donc, parallèlement à cette approche, côté risque, quelle est la différence par rapport à une vision de la banque qu'on peut parfois trouver peut-être conservative ou autre? Enfin, vous avez d'autres algorithmes, vous travaillez sur d'autres façons de noter finalement une demande? Oui, on a une approche qui, dans une certaine mesure, ne révolutionne pas celle des sociétés d'affacturage, il ne faut pas se mentir. On regarde certainement les mêmes ratios, on regarde certainement les mêmes problématiques sectorielles, on regarde certainement, si vous voulez, la même composition du bilan et du compte de résultat. Après, nous, on a une approche qui est, j'allais dire, essentiellement statistique et basée sur l'analyse de données. Pour arriver donc au lancement de FinexCap, donc on a lancé l'activité en janvier 2015, on a travaillé pendant 2 ans et demi juste sur la R&D. On a créé des algorithmes propriétaires en travaillant sur 6 milliards d'euros de factures qui nous permettent de noter le taux d'impayé d'une facture de manière statistique.
et qui nous permettent également de noter la solvabilité court terme d'une entreprise. C'est-à-dire que moi, je prédis si une entreprise va survivre ou non à 3 mois. Ce qui, en gros, l'échéance qui m'intéresse, vu qu'une facture, c'est 60 jours, 75 jours en France en termes de délai de paiement. Donc ça, c'est la première chose. Ça me permet d'automatiser une grande partie de mon processus d'analyse crédit. Et puis après, on a développé en fait toute une analyse comportementale que les banques n'ont pas forcément. C'est-à-dire que moi, la particularité de mon modèle, c'est que les utilisateurs vont utiliser ma plateforme. Et donc sur Internet, bien évidemment. Et le fait qu'ils aillent sur Internet, c'est riche en informations. Le fait que je puisse avoir accès éventuellement à leur navigation sur Internet, à leur comportement sur ma plateforme, au fait qu'ils viennent à minuit ou qu'ils viennent à 5 heures du matin ou qu'ils viennent à midi, qu'ils aient visité Hôtel 5 étoiles avant d'aller sur Finexcap ou qu'ils aient cherché pendant des heures comment financer la trésorerie. Tout ça, c'est des data points qui nous permettent, alors aujourd'hui, je ne dis pas qu'ils nous permettent de décider, mais qui nous permettent d'enrichir notre analyse afin de voir si on est capable de créer un certain nombre de cohortes qui font sens et donc qui me permettent d'affiner mon analyse de risque. On ne va pas se mentir, aujourd'hui, c'est le début de ce chantier-là. J'ai une équipe de data science qui justement travaille pour que ça devienne demain un driver de l'activité. Il ne faut pas que je sois radin, je choisisse en mon hôtel, sinon Exactement. tu ne pas. Quoi. Exactement. À peu près. Ok, j'ai compris. À peu près. C'est qui tes concurrents en France, à part les gros factureurs, je veux dire, dans les concurrents de ton métier, FinTech Il y a aujourd'hui, vraiment, mes concurrents n'existent pas vraiment. En France. Voilà. Parce qu'on a Iwoka dans l'autre scène. N'existe pas vraiment. A... C'est pas pour dire que je ne suis pas contre l'affacturage ou contre les sociétés d'affacturage. C'est que je suis vraiment dans une création de marché. C'est-à-dire, moi, aujourd'hui, j'ai un certain nombre de clients, on a environ 150 clients. 3/4 de ces entreprises-là ne savaient pas ce que c'était que l'affacturage. Ne savaient même pas qu'une facture en attente de paiement, dans un bilan, c'était juste de la trésorerie à l'extérieur et que cette trésorerie-là, si elle était à l'intérieur, eh ben, elle financerait l'exploitation. Ils ne sont pas éduqués. Oui. Exactement, elles ne sont pas du tout éduquées. Et à nouveau, c'est parce que de manière structurelle, et on peut le comprendre, les cibles qui sont les miennes ne sont pas les cibles naturelles des sociétés d'affacturage. C'est-à-dire qu'elles vont sur des entreprises qui sont plus robustes, qui ont un certain nombre de millions de chiffres d'affaires, qui à nouveau sont organisées dans le recouvrement, dans la gestion. Ce n'est pas le cas des TPE et des petites entreprises au sens PME. Donc, je ne peux pas dire vraiment que j'ai de concurrents. J'attends qu'il y en ait, parce que justement, je suis d'accord. Plus on sera, plus ces entreprises-là auront conscience qu'il existe ces alternatives. Voilà. Et être seul, c'est quand même souvent assez lourd à porter. Merci. Je vais passer à Stéphanie. Peux-tu nous présenter un peu ton activité et ce marché donc de crowdfunding equity ? Alors, WeSeed est une plateforme d'equity crowdfunding donc, qui permet à des particuliers d'investir au capital de jeunes entreprises innovantes. WeSeed a été créé en 2008. À l'époque, on ne parlait pas du tout d'equity crowdfunding. Le crowdfunding était limité aux dons. Ça n'existait même pas aux États-Unis. Donc, la France a été pionnière. On peut s'en féliciter. Et je rebondis et je rejoins complètement Olivier. Quand on est seul sur un marché naissant, c'est juste un peu la galère parce qu'il faut ramer pour évangéliser. Et faire admettre que l'investissement au capital de jeunes entreprises innovantes est aussi accessible à des particuliers. On a à cœur chez WeSeed de vraiment démocratiser l'investissement des particuliers en permettant d'investir à partir de 100 €. Donc là déjà, premier changement, première révolution qui n'est pas technologique mais qui est sociétale là pour le coup, où on rend accessible à des particuliers une classe d'actifs qui jusqu'à présent était réservée à des business angels ou à des investisseurs dits qualifiés, des fonds d'investissement. Donc on a une première évolution majeure et je crois que ça s'appuie sur une évolution qui a été évoquée dans la table ronde précédente de cette évolution sociétale où on a besoin et les particuliers ont besoin d'intervenir directement, de redevenir acteurs de leur épargne et c'est typiquement le cas avec le crowdfunding et notamment en equity où on recrée une proximité très forte entre l'investisseur et la destination de son argent. On n'est plus dans la proximité géographique ou physique de son conseiller clientèle ou de son agence bancaire, mais cette proximité est directe entre la destination de l'argent et l'utilisation des fonds qui sont proposés. Donc WeSeed aujourd'hui c'est 35 personnes, une communauté de 60 000 membres, cette notion de communauté est extrêmement importante, qui ont financé un peu plus de 100 projets pour un montant cumulé d'un peu plus de 40 millions d'euros. Communauté, c'est-à-dire à chaque fois que tu as un nouveau projet, tu l'as entre guillemets, mets à disposition de cette communauté pour qu'ils... Alors,
Je reviens sur cette notion de communauté parce qu'au-delà de l'innovation technologique qui a rendu possible l'expansion du crowdfunding, on est aussi dans une évolution sociétale forte de comportement où finalement on sollicite notre communauté dans cette approche très réseau social et communautaire. On sollicite notre communauté pour sélectionner les projets qui seront ensuite financés. Donc on crée un méga comité de sélection qui peut regrouper 100, 150, 200 personnes qui donnent leur avis sur un seul projet. Et donc du coup ça donne des regards croisés, très forts, très pointus, très pertinents, parce que contrairement à ce qu'on peut penser, la foule n'est pas bête, elle est bien souvent plus experte que les experts, et puis elle a une appréciation qui est du coup très diversifiée, plutôt que les 4 ou 5 membres, toujours les mêmes, d'un comité d'investissement, d'un fonds d'investissement. Donc on sollicite cette communauté pour donner son avis sur les projets. Après, nous, on fait une due deal, une instruction extrêmement précise, détaillée des projets qui nous sont indiqués par notre communauté, et on met en financement ceux qui passent ces étapes de sélection. Donc en gros, on reçoit 1000 projets par an. On en a reçu 1200 en 2015 et on en finance à peu près 5%. Donc il y a une sélection qui est extrêmement forte et c'est indispensable parce qu'on est sur un secteur d'activité qui est risqué. C'est pas le crowdfunding qui est risqué, c'est le financement de l'amorçage, hein, et tous les investisseurs le savent. Et donc il faut être très sélectif dans les projets qui sont retenus. Et on sent dans notre communauté d'investisseurs une appétence extrêmement forte pour des startups, ces fameuses startups qu'on encourage à créer, et c'est très bien, mais après il faut les financer. Donc plutôt des startups qui proposent des innovations technologiques, qui répondent à des besoins de sociétés importants, de type santé, amélioration de la santé, biotech, clean tech, transition énergétique. Donc il y a la volonté aussi chez les particuliers de donner du sens à leur épargne. Donc on est sur un changement de paradigme en fait dans les comportements d'investissement, avec cette proximité, cette transparence, cette traçabilité et l'association de la communauté à la sélection des projets. Et j'ajouterais qu'au-delà du financement, en fait, le métier de WeSeed, c'est aussi de mobiliser cette communauté, une fois le financement réalisé, dans l'accompagnement de ces startups. Parce que c'est bien gentil de les créer, les startups. C'est bien de les financer, mais il faut surtout les aider à se développer. Et là, en France, on est quand même très Et vous faites frileux. quoi là? Et là, ça va pas du tout. Et donc, du coup, on C'est pas sympa pour Nicolas sollicite... Dufour qui disait qu'on n'était pas mauvais tout à l'heure. Ouais, mais bon, il y a beaucoup à dire dans un autre Bon, on débat. le fera revenir alors. Voilà, on le fera en off. Donc pour aider et soutenir le développement de ces startups, on mobilise aussi du coup les actionnaires individuels qui ont investi dans telle ou telle entreprise et qui peuvent être autant de relais de compétences, d'expertise, de mise en réseau, qui donnent d'autres apports en fait que de l'argent pour aider au développement de ces startups. Et quand une boîte a son actionnaire, a son capital, 700 actionnaires, je vous rassure, on les regroupe dans un investissement, dans un véhicule, donc il n'y a qu'un seul représentant de ces 800 actionnaires, mais c'est autant d'ambassadeurs potentiels, c'est autant de VRP gratos en fait pour la startup, pour l'aider à se développer. Là, on voit bien en quoi ça aide tous les business angels en herbe qui ont envie d'investir. Et est-ce que tu penses aussi, on en parlait tout à l'heure pour le crédit, qu'il y a un réel manque aussi côté des entreprises pour se financer en equity, justement, dans les accompagnements des banques, qu'elles ont du mal, elles ne savent pas quelle porte taper ou que... Les banques, c'est pas tellement leur métier Non, de les banques ou financer les accompagnateurs, les leveurs, les capital risques. Sur les startups, donc c'est vrai que nous, on n'est plutôt pas concurrents des banques, j'estime, sur ce créneau-là. Pas trop. Quand même, il y a quelques investisseurs, quelques fonds d'investissement, mais le financement de l'amorçage est complètement déficient en France et en tout cas ne suit pas le rythme de création de start-up. On a une situation un peu schizophrène dans laquelle d'un côté le gouvernement soutient la création de start-up à grand renfort de politique publique, de créateurs d'incubateurs, etc. C'est très bien. Mais derrière, le rythme de financement n'est pas à la hauteur du rythme de création de ces entreprises innovantes. Et donc il y a un vrai manque, un vrai gap de financement. On parle toujours du trou dans la chaîne de financement. Moi, je dis que la raquette du financement est un énorme trou. Donc, c'est pas facile de jouer au tennis avec une raquette sans filet. Donc, il faut absolument refondre cette chaîne de financement. Et aujourd'hui, on se rend compte que, contrairement à ce qui était attendu, je pense au début du crowdfunding en equity, en tout cas tel qu'on le vivait, c'est qu'on se retrouve à multi-acteurs, à co-investir, à co-financer des startups qui ont des besoins capitalistiques suffisamment importants.
Merci. Vu le temps, je passe pardon à Denis. Merci Denis, vous êtes libéré pour venir. Donc on vient d'aborder trois métiers que vous faites à plus ou moins grande échelle. Peut-être d'abord, justement, avant d'aller sur quelques réactions, ces métiers-là, à la BNP, c'est quoi aujourd'hui en termes de positionnement et de volume aussi, puisque tu le rappelais pour l'instant, il y a des différentiels de volume, mais qu'on se rende compte de quoi on parle en marché. J'ai pas envie de commencer par les volumes. Ah, allez, changeons. C'est Mais pas non, grave. parce que Tu veux casser oui, notre organisation, mais oui, parce c'est que- pas grave. mais Non, pas du tout. si je commence On par les sait que tu volumes, démarres. non, mais si tu je le sais commence bien par que les c'est pas le volumes, ça minimise, D'accord. ça minimise l'importance des fintechs. Et je trouve que Ce qui est pas le cas. Et c'est pas le cas. Enfin, dans notre esprit, en tout cas, c'est pas le cas. Enfin, nous, on pense que les fintechs, ce qui est intéressant, l'importance dans les fintechs pour nous, c'est les tendances et les trends qui sont en route. Je dirais, c'est deux, ce que ça révèle comme attentes différentes des clients. Et c'est trois, ça nous pousse un peu à moderniser un certain nombre de nos approches. Voilà. Et c'est vrai que les volumes aujourd'hui, si on prend les factures, enfin BNP Paribas Factures, c'est 14 millions de factures par an. Et qui sont, dès lors que le client est client de BNP Paribas Factors, qu'il est capable de se faire financer dans l'instant en cliquant. Donc c'est aussi possible. Sur le Enfin, dès crédit, lors c'est qu'il est client, là, ce qui n'est pas oui, forcément des clients, le cas. tout à fait, des clients. C'est pareil sur le crédit. Enfin, pas pareil, c'est pas pareil. 40% de nos crédits inférieurs à 30 000 euros sont faits en one click par les clients. Donc, si vous voulez, on a aussi cette capacité technologique normalement à délivrer avec un parcours client simple. Sauf que c'est en ça que les fintechs sont importantes pour nous, c'est que quand même, on n'est pas vu comme ça. Donc on a bien un problème. On a bien un problème de parcours client, on a bien un problème. Alors que technologiquement, sur le financement en fonds propres, c'est la même chose. On est capable d'en faire, on en fait. Enfin, on fait 150 millions, 20 millions en fonds d'amorçage, quand même, 20 millions d'euros en fonds d'amorçage. Donc on y est, on le fait dans des volumes importants, mais effectivement, on n'est pas vu comme ça, on n'est pas compris comme ça, et on n'est pas apprécié comme ça. D'ailleurs, dans la plateforme tout à l'heure était très intéressante sur ce que disent les clients de leur relation avec leur banque. Voilà. Donc c'est pour ça que démarrer par les volumes, ce serait dire oui, mais les fintechs, c'est non. Voilà. Non, mais c'est important pour nous, et c'est en ça que ça nous intéresse. Et d'ailleurs, on prend plein d'initiatives de ce côté-là, hein, qui sont Parlons-en un petit peu. sont pas suffisantes. Si vous voulez, c'est d'abord important parce que c'est des clients. Nous, on a ouvert 15 pôles innovation dans toute la France avec une idée d'accompagnement et de conseil. On ne va pas faire à nous tout seuls la réussite des startups et des fintechs. C'est tout un écosystème, mais on peut apporter une petite contribution. C'est ce qu'on essaye de faire en se positionnant beaucoup sur le conseil. On a plugué, je dirais, nos pôles innovation dans nos centres d'affaires qui sont des structures très établies pour l'international. Une start-up sur deux qui vient nous voir, c'est parce qu'on peut les accompagner à l'international, même si on ne fait pas de chiffre d'affaires aujourd'hui. Donc ça veut dire que ce besoin d'accompagnement, il est très important. Donc ce sont des clients. La deuxième chose, c'est que ce sont des clients qui nous poussent aussi à nous transformer, parce que si on les a comme clients, c'est qu'ils nous demandent des choses que d'autres clients plus classiques ne nous demandent pas. Donc ça nous fait évoluer. Et puis enfin, on a aussi... Et ce qui est très intéressant, si vous voulez, c'est qu'on a donc ouvert ces 15 pôles innovation, dont un dédié aux fintech d'ailleurs. Ça fait 3 ans, on a 1500 startups ou fintech clientes aujourd'hui. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que nos clients très installés nous demandent à les rencontrer, de même que nos startups nous demandent, ou nos fintech demandent à rencontrer nos clients. Et on fait des mariages, on les fait travailler ensemble. Voilà, donc ça nous apprend quelque chose. Et enfin, on les fait venir aussi parce que ça peut nous, quand je vous écoute, ça peut nous donner des idées sur la façon de faire évoluer le métier. Voilà, donc oublions les chiffres. Donc pour l'instant, parlons pas des chiffres parce qu'effectivement, ce n'est pas des réels concurrents, on le sait bien par rapport au volume. Par contre, il y a un vrai dynamisme. Tous ont quand même souligné parfois des trous dans la raquette. Alors toi, c'est un gros trou. Pour l'Endix, c'est quand même le fait qu'il donne des acceptations à des dossiers pour lesquels vous ne les donnez pas. Est-ce qu'on peut envisager des collaborations, par exemple? Est-ce qu'on pourrait envisager que la BNP, voilà, parce que vous avez vos normes prudentielles, vos ratios de risque, il y a X dossiers qui rentrent dans les raquettes et les autres non. Plutôt que de dire désolé monsieur, je ne vous prête pas, ça pourrait être au fait, nous sommes en partenariat avec l'Endix qui s'est prêté à des gens à qui nous ne savons pas. Je fais de la science-fiction. Mais c'est tout à fait ça. Ce qu'on veut, c'est d'abord avoir plus de contact avec les startups et les fintechs sourcés. Donc ça, c'est nos pôles innovation, c'est l'atelier BNP Paribas là, qui fait de la veille technologique. Bon. 2, on veut connecter ces startups avec nos équipes et avec nos clients. 3, on veut éventuellement, on n'exclut pas effectivement de faire un peu de venture capital, qu'on fait assez peu aujourd'hui. Et 4, effectivement,
Et 4, on veut établir des nouvelles formes de coopération. Alors elles sont très différentes. Hein. Ces formes de coopération, ça peut être mieux partagé sur un certain nombre de sujets. Moi, je sais que j'ai beaucoup de fintech qui me demandent rendez-vous quand elles se créent dans les domaines financiers. Parce que, et d'ailleurs, elles me demandent rendez-vous, mais c'est moi qui devrais leur demander rendez-vous parce que je suis quand même intéressé pour savoir ce qu'elles sont en train de faire, parce que c'est aussi fait avec nos clients, donc il faut qu'on regarde pourquoi est-ce qu'il y a un besoin différent qui est adressé. Donc ça peut soit des échanges, soit des partenariats, effectivement. Soit des partenariats, on en a déjà signé un certain nombre avec des fintechs, soit pourquoi pas des prises de participation ou des cessions. Donc on exclut rien en fait. Hein. Je voulais juste élaborer sur ce que vous dites entre partenariats. Je parlais dans le prêt entre banques et fintech. Pour moi, une chose qui est évidente, c'est que les banques aujourd'hui, elles ont un gros avantage par rapport aux fintech, c'est qu'elles ont le coût du capital le moins cher possible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le capital ne coûte pas grand-chose dans les banques, malgré tout ce qu'on peut dire. Elles ont accès quand même à des ressources financières importantes. Denis tourne la tête, quand même. Alors que de l'autre côté fintech, on a un coût des process et une expérience utilisateur où on peut apporter à l'inverse des choses. Et là, il y a une lourdeur à l'inverse dans les banques, comme vous l'avez souligné. Le point qui est intéressant, c'est que nous, aujourd'hui, en tant que fintech, on a un peu l'impression parfois, effectivement, il y a beaucoup d'états-majors de banques qui viennent nous voir, mais ils viennent un peu comme aux zoos. C'est un peu le phénomène que vous avez décrit tout à l'heure. Avec des cacahuètes mais parfois, on nous les jetterait presque. Non, c'est-à-dire, ils viennent, ils sont très curieux, mais on aimerait bien en fait qu'on passe l'étape de la curiosité pour rentrer dans l'étape, parce que le but de toute entreprise, c'est de faire du chiffre d'affaires. Qu'on passe l'étape du chiffre d'affaires, en fait. C'est ça qui nous intéresserait vraiment. Et alors, on ne va pas être trop exigeant non plus, tout ça demande un peu de temps, mais on voit qu'aux États-Unis, ça crante. Quand vous voyez JP Morgan, qui n'est pas n'importe quelle banque, faire un partenariat avec OnDeck, qui n'est pas n'importe quelle plateforme, et se mettre ensemble pour vraiment, c'est JP Morgan qui va chercher OnDeck pour prendre la techno OnDeck et permettre de délivrer du crédit à ses clients, je me dis qu'il y a sûrement des choses à faire entre l'univers des plateformes et des banques. Aujourd'hui, on n'est pas encore à ce niveau de maturité. Aujourd'hui, il y a juste simplement la découverte curiosité, ce qui est très frustrant quand on est start-upper, parce que nous, on pense qu'une seule chose, c'est notre chiffre d'affaires. Donc ça, c'est quand même le point qui est important. Et je rebondis juste sur l'exemple, parce que BNP, pour donner un exemple terrain, c'est que nous, on serait ravis de discuter ensemble sur ce sujet-là, je vous tends la perche. Mais ce qui est très marrant, c'est qu'un des centres d'affaires de BNP, qui est pas loin du bureau, nous a déjà apporté des prêts. Parce qu'ils avaient accordé un crédit, l'anecdote est 100% vraie, hein, ils ont fait un crédit à un restaurateur avant l'été, pour financer ses travaux. Et pendant ces travaux, le restaurateur découvre qu'il a un mur porteur, en fait, qui est moins porteur que ce qu'il pensait, et qu'il faut rajouter une rallonge de 50 000 euros pour finir les travaux alors que le restaurant est fermé. Le paradoxe, c'est le responsable du centre d'affaires qui vient vers nous et qui dit, écoutez, moi, j'ai pas envie de repasser par tout le process, ça va être un peu long, on le fait avec vous pour les 50 000 euros supplémentaires. Voilà. Donc, et voilà. Et on le fait ensemble. Donc, en tout cas, voilà. On le fait main dans la main. Toi, et ça marche très bien. Tu prônes des histoires de collaboration entre les je prône des histoires parce qu'il y a des moments où il y a des décisions qui doivent être prises vite, où il y a peut-être un certain process réglementaire qui fait que c'est pas le bon moment, que le comité de crédit se réunit le premier lundi chaque mois, mais pas de chance, c'est au mois d'août. Enfin voilà. Donc tu veux pas être contre les banques, tu vas être tout contre. Je vais être tout contre les banques, mais même si c'est évident, je ne veux pas faire d'angélisme encore une fois non plus, on se frite à la frontière, parce que je dis je fais du blanc, c'est du gris, ça c'est encore. Tu as compris que c'était caricatural et que c'était une image. Sûr. Donc le blanc et le gris, surtout moi qui suis daltonien, je vois pas bien les couleurs. Donc parfois on se trompe, on est dans le blanc en fait. Donc ça frite un peu. Je crois que la coopération entre les fintechs et en particulier le crowdfunding et les banques est un sujet qui est un peu un serpent de mer depuis quelques années, mais qui est quand même dans une phase de normalisation, j'allais dire. En tout cas, j'ai senti une vraie différence depuis la réglementation sur le crowdfunding, parce qu'aujourd'hui, on est régulé, donc on commence à être fréquentable un peu plus, effectivement, et on nous regarde un peu moins comme des beatniks ou aux zoos. Je crois que les coopérations sont multiples et on doit envisager des modes de coopération variés selon qu'on s'adresse à des clients particuliers, parce que les clients particuliers qui sont dans les banques et qui ont de l'épargne bloquée dans de l'assurance vie ont peut-être envie de financer des entreprises de l'économie réelle. Elles n'y ont pas forcément facilement accès via leur banque, mais ça peut être via des plateformes. On peut avoir des coopérations sur les projets et donc les entreprises elles-mêmes à financer, soit en complément, soit en co-investissement. Donc il y a une multiplicité de ces modes de coopération. Ça pose quand même quelques questions de fond. De mon point de vue, il y en a deux essentielles. La première, c'est l'alignement des intérêts entre des investisseurs ou des financeurs particuliers, grand public, avec d'autres acteurs du financement traditionnel. Et puis la deuxième question, au-delà de l'alignement des intérêts, c'est l'apprentissage nécessaire. Et je crois que les banques ou les acteurs traditionnels ont encore un petit peu peur
de nous et de nos métiers, y compris en termes d'image et de risques que ça peut entraîner pour elles, alors que par ailleurs, effectivement, vous avez de toute façon des contraintes qui sont plus fortes que les nôtres, mais cette crainte encore de l'image et du risque, je crois, est encore assez présente vis-à-vis des plateformes et des fintechs. Juste, je rebondis sur 2 points de votre discours qui est, somme toute, très intéressant et je pense justement très prometteur. Le premier, c'est quand même, faut être tous conscients qu'aujourd'hui, effectivement, le marché français du financement des intermédiaires est naissant. Il est littéralement en train de faire ses premiers pas. Olivier mentionne effectivement JP Morgan et Undec. Je ne sais pas si vous connaissez Undec Capital. Mais Undec Capital, c'est une plateforme américaine qui est l'un des leaders du financement des intermédiaires aux États-Unis. C'est des milliards de dollars chaque année qui sont injectés dans les PME. Et donc, tu vois, ça leur a pris du temps avant d'avoir JP Morgan qui viennent littéralement leur dire voilà des dossiers. Donc, moi, je comprends également aujourd'hui le discours des banques, qui est un discours, effectivement, on a tendance peut-être à un petit peu observer sans forcément rentrer dans l'action. Mais il fait sens. À la fin de la journée, on finance des entreprises. C'est-à-dire, on apporte de l'argent pour que des entrepreneurs prennent des décisions. Et c'est logique que si un partenariat doit se mettre en place et qui doit être efficace, c'est normal qu'on attende que les plateformes et du track record prouvent que leurs process sont bons, qu'elles sont capables d'originer suffisamment de papier, et puis derrière, d'être des financeurs solides. Donc, ce qui est intéressant, c'est surtout la vitesse à laquelle le discours est en train de se mettre en place. Et moi, je suis honnêtement impatient de voir la suite. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, je reviens juste sur l'aspect technologique. À nous, la fintech, c'est pas simplement le fait qu'on a un financement en cliquant sur un bouton. Vous avez cet exemple et ça fait partie de la fintech. Mais la fintech, c'est également à nouveau une certaine liberté d'usage et à nouveau l'accès à un financement plus large. Moi je l'explique, un factor, c'est sûr qu'aujourd'hui, quand je suis client de BNP Factor, j'appuie sur un bouton, je finance ma facture. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que pour appuyer sur ce bouton-là, j'ai 4 à 6 semaines de mise en place de mon contrat d'affacturage qui implique des audits physiques de mon entreprise, de mon logiciel comptable, de mon process de facturation, un appel de mes clients. J'ai également à nouveau cette garantie personnelle et je dois ouvrir mes comptes d'exploitation chez BNP Paribas. La fintech, c'est voir les choses différemment, c'est révolutionner à nouveau cet usage, cet accès aux services financiers dans mon cas. Peu importe où les comptes sont ouverts, il n'y a pas de garantie personnelle, ça vous prend 5 minutes et je ne vous demanderai pas derrière de me donner tous vos flux. Et c'est ça aujourd'hui peut-être que les entrepreneurs recherchent, en tout cas les TPE, PME. Et c'est là-dessus, je pense que les banques, justement, peuvent progresser avec les fintech. Parce que, à nouveau, ce n'est pas simplement le fait d'utiliser la technologie qui fait qu'on est dans la fintech, c'est le fait d'avoir une approche un petit peu transversale et radicale de l'expérience qui doit être fournie aujourd'hui, grâce à la technologie, aux clients finaux. Merci pour ce mot de conclusion. Merci à tous. Je voudrais que vous remerciez aussi particulièrement, encore une fois, tous ces orateurs. Et je voulais souligner qu'ils ont joué le jeu, effectivement, de parler du thème et pas forcément du succès de leur entreprise. Mais vous pourrez regarder dans le petit livret ainsi que sur Internet, vous avez quand même autour de la table des gens qui ont beaucoup de succès, qui ont une grosse traction, qui ont déjà la confiance de beaucoup d'investisseurs. Et je pense que vous avez des futures stars dans la fintech autour de la table. Merci d'être venus.